Dans un premier temps, on va projeter le film. Il est intéressant de comprendre comment l'atelier fonctionne, vit et quelle est son ambiance. Domo arigato. Donc, je vais vous faire un historique. Ensuite, je vais vous présenter le travail contemporain de certains laqueurs qui sont des points importants dans l'évolution de la laque. Alors, la France et le Japon sont deux pays très éloignés. Pourtant, ils ont de nombreux points communs. Ce sont deux grandes nations culturelles qui aiment entre autres la cuisine, l'histoire, le théâtre, la mode, le design. Et ils sont tous les deux très fortement tournés vers les arts appliqués. Et tous les deux, Japon comme France, partagent le même goût pour la laque. En France, nous avons construit une histoire de la laque depuis 300 ans. Alors, comment la laque arrive-t-elle en France? Dès que les routes commerciales maritimes ont existé, il y a eu des échanges. Les Portugais en premier pénètrent au Japon en 1543. Dès cet instant, les compagnies maritimes, profitant donc de cette ouverture par mer, plus rapide et plus sûre, ont créé des compagnies, les premiers, évidemment, les Hollandais, les Anglais et les Français. On doit quand même noter que depuis le XVIe, voire le XVe même, on avait des objets laqués qui transitaient par voie terrestre, qui étaient arrivés à Venise. Mais le commerce maritime permet à l'Europe de rencontrer l'art millénaire de la laque, japonais, mais pas que japonais, et aussi la porcelaine, la soie, le thé, les épices. Les grands collectionneurs français, mais aussi européens, ce qui n'était pas encore l'Europe, mais européens, vont acquérir à prix d'or des objets en laque et vont commander des objets en laque au Japon qui vont être fabriqués pour eux et qui vont arriver par la voie maritime. Et c'est la raison pour laquelle, devant la fuite des objets japonais et la baisse de leur qualité, le Japon a décidé de se fermer dès 1643, et ce pour 2 siècles. Mais il était trop tard, le goût de la laque était déjà lancé. En France, nous avons eu un grand roi qui s'appelait Louis XIV, qui veut faire rayonner la France au travers de son art. Il ne crée pas que Versailles, il va créer les grandes manufactures qui vont être installées à Paris et en province. Il crée entre autres le Faubourg Saint-Antoine qui réunit les grands artisans, et c'est là que va se jouer le grand mystère de la laque européenne. En effet, en France, on se demandait comment étaient fabriqués ces objets qui venaient d'Asie et du Japon. Rapidement, il a été compris qu'il s'agissait d'une matière qui était extraite d'un arbre et dont on travaillait la sève. Donc, cette sève donnait aux objets des qualités spécifiques qui étaient la dureté, la brillance, la transparence. Mais cette matière était inconnue puisque nous n'avions pas les arbres. Mais les arbres ne s'acclimataient pas puisqu'ils ne poussent pas dans nos régions. Évidemment, ce que l'on n'a pas, on veut l'avoir. On avait une autre façon de travailler les matières brillantes, donc dans ce fameux Faubourg Saint-Antoine, qui réunissait les doreurs, les vernisseurs, les bronziers, tous les métiers liés principalement à l'ameublement. Et là, il y avait un art qui se faisait à base d'un vernis et qui était celui de la dorure. Ce vernis était un mélange d'huile, d'essence végétale, de résine. Il servait à coller les feuilles d'or, à peindre à l'huile et à renforcer, à rendre brillant toute surface qu'il recouvrait. Donc c'est assez naturellement que les premiers essais se sont faits avec des vernis qui répondaient
peut-être aux besoins qui s'étaient créés. Ces vernis étaient disponibles, on les possédait, on savait les fabriquer, ils étaient translucides et ils permettaient l'adjonction de couleurs. Et donc, avec ce vernis, à partir du début du XVIIIe, on commence à faire des objets à l'imitation de la laque. C'est un vernis qui est résistant, qui est coloré, mais qui a le désavantage de jaunir à la lumière. Mais on a continué à travailler comme ça, et à partir donc, du milieu du XVIIIe, les frères Martin fabriquent un vernis qui s'appelle le vernis Martin, et qui va être l'ancêtre de la laque européenne. Au début, les objets, vous allez en voir, sont vraiment d'une esthétique japonisante, asiatique, on va appeler même ça des chinoiseries, et petit à petit, les codes vont changer, on va s'affranchir des modèles asiatiques pour créer une esthétique totalement française. Donc c'est bien évidemment que moi j'en suis l'héritière, je suis au départ un imitateur et ensuite je suis un laqueur. La différence est très importante. En Asie, quel que soit le pays, on pratique la laque avec de la laque, il n'y a qu'un seul mot. Et en Europe, on fait de la laque avec du vernis. C'est toute la différence, mais avec beaucoup de points communs. Là, vous avez un objet de toilette qui servait aux dames de la cour pour mettre les objets de toilette. Alors, ce sont des peignes à cheveux, des limes pour les ongles. Ils sont en laque européenne et ils datent de 1720. Donc, vous voyez que c'est une laque japonisante. On est dans les codes de couleur de la laque Japon, enfin des laques. Mais, vous voyez, des soldats comme ça, on n'en a pas au Japon. Là, il s'agit de feuilles d'or posées qui vont être gravées c'est-à-dire incisées, pour donner le dessin et les volumes. Ils conservent des grands principes de la laque asiatique, fond rouge, décor à l'or. Voilà, là, en quelques années, l'apport du vernis Martin qui permet une laque sur fond blanc avec un décor donc bleu, et qui est complètement novateur par rapport au modèle japonais ou plus largement asiatique. Et là, l'emploi est fait pour des meubles meublants du château de Versailles. Il s'agit donc d'une commode et d'une encoignure. Ces meubles datent de 1742, donc c'est 20 ans après les objets rouges que vous avez vus précédemment. Et là, on est dans le design contemporain. Il faut imaginer la révolution que c'est pour Versailles d'avoir des meubles ainsi. Fond blanc, décor bleu, bronze argenté, marbre clair. C'est une révolution. Mathieu Crière, donc maître ébéniste à la cour, au faubourg, a créé ces meubles pour répondre au goût de la cour. Dans notre jargon, on appelle ces meubles sont les meubles de Madame de Mailly, donc une des maîtresses de Louis XV, qui adorait le bleu. Donc elle voulait des meubles bleus. On les lui a fait. Par contre, ce qui appartient à la tradition encore japonaise, c'est les encadrements des motifs, donc qui ne sont pas sans rappeler les mônes, donc les blasons japonais. Ça, c'est l'apport encore de la tradition japonaise. Bon, on avance dans le temps. Donc c'est une révolution. Pardon, il faut aller dans le bon sens. Et on arrive à une époque importante d'emploi de la laque en France, qui est l'époque Art déco. La France possède des colonies en Asie, l'Indochine, et donc des créateurs de mobilier vont faire appel à des savoir-faire donc, qui vont être issus donc, des colonies à l'image des lacs qu'ils vont avoir vus en Asie ou qu'ils connaissent d'Asie. On voit bien là, plus du tout le modèle japonais, on est très loin. On est dans une esthétique très, très, très art déco pour le panneau de Jean Dunand,
qui faisait travailler dans ses ateliers à la grande époque plus de 100 laqueurs vietnamiens. À côté, on arrive vraiment vers des décors très modernes. Ça, c'est le travail d'Hélène Gray. Hélène Gray a été initiée par un laqueur japonais, Seiyo Sugawara, parce qu'en France, on recevait beaucoup de Japonais qui aimaient beaucoup la France, dont celui qui est le plus connu est Fujita, le grand peintre Fujita. Ils étaient contemporains, Sugawara et Fujita. Ces Japonais étaient amoureux de la France, ils y sont restés, et entre autres pour Sugawara, il a initié Hélène Gray à la laque. Il a travaillé pour elle, il l'a initiée, et leur influence est encore très notable dans le paysage donc, de la laque française. Concernant Hélène Gray, son influence est très importante, toujours perceptible dans le design français. C'est une grande dame qui était architecte au départ, et donc pour nous c'est une référence constante, donc qui perdure, mais de façon notable vraiment. Alors bien sûr, là vous remarquez qu'il n'y a plus du tout d'influence asiatique. C'est ce que l'on va continuer à observer aujourd'hui chez les laqueurs contemporains. À la guerre de 14-18 vont être créés un certain nombre de produits à base donc, de nitroglycérine qui vont donner naissance à une génération de laque qui s'appelle la laque cellulosique. Là, on est en pleine chimie, parce que la laque, aujourd'hui, suit les inventions de la chimie contemporaine, moderne, et toutes les lois qui sont appliquées à la chimie. C'est une évolution tout à fait normale de notre métier. La laque s'applique industriellement sur les voitures, sur le mobilier, mais aussi elle est utilisée, cette chimie, par les artistes. Et ça continue à être de la laque. Alors, pourquoi on continue à appeler ça de la laque? Parce qu'elle respecte le principe d'application de couches les unes sur les autres, poncées une à une, avec une préparation du support et une montée donc vers le brillant qui est constante, avec les mêmes principes de la laque traditionnelle asiatique, des vernis Martin, des laques européennes, jusqu'au vernis chimique. La grande différence entre la laque européenne et les laques asiatiques est la matière d'œuvre. Vous l'avez compris. En ce qui me concerne, moi je suis favorable à mettre un S au mot laque. Il y a plusieurs laques, mais tout ça est de la laque. Aujourd'hui, les jeunes laqueurs peuvent se servir des laques industrielles, peuvent se servir du vernis Martin, ils peuvent se servir des laques végétales, asiatiques, quelle que soit l'origine de la laque végétale. Ils peuvent tout mettre en œuvre et ils peuvent tout combiner. C'est ce qu'on va voir. La seule école où est enseignée la laque à l'heure actuelle, donc est l'ENSAAMA, avec un atelier entièrement dévolu à la pratique de la laque, sous toutes ses formes. Cet atelier est assez unique, il est même unique, parce qu'il permet à chaque créateur de pouvoir se constituer une boîte à outils, et dans cette boîte à outils, il va avoir les 3 laques. Ici, nous avons le travail d'Élodie Flamel, qui travaille au pistolet, laque moderne, outil moderne, et voilà son travail. Elle travaille donc une laque solvantée, qui lui permet de pouvoir travailler sur de grandes surfaces. Là, elle met en œuvre un paravent qui va être, vous voyez, et ça c'est intéressant, un fond transparent, blanc. On est dans la même opposition que les laques bleues du 18e de Madame de Mailly. Ce sont les mêmes principes qui sont appliqués pour ce travail-là. Elle a besoin de cette laque-là pour avoir ce résultat-là. Elle va chercher les laques solvantées. Elle pourrait aussi, pour un autre résultat, aller chercher d'autres mises en œuvre. À l'école, elle a appris, elle va se perfectionner et elle met en œuvre. Elle répond à un besoin qui est beaucoup plus vivace en Europe, peut-être qu'en Asie, enfin en tout cas au Japon. Ce sont des créations de grands muraux, de peinture. Enfin, on est comme dans la peinture, c'est-à-dire on met en Europe des choses au mur, des tableaux au mur. Là, nous avons le travail d'une jeune laqueur qui travaille les laques donc à base d'eau, je vais en parler. Il s'agit d'Elena Rivricote qui donc crée des objets tout à fait étonnants, hein, des mobiles avec des effets, donc avec cette laque à base d'eau. En effet, en Europe, on a été obligé de créer des vernis à base d'eau pour
répondre aux besoins de la loi REACH, c'est-à-dire que maintenant, toutes les laques solvantées sont interdites ou d'un emploi extrêmement limité. Donc, un certain nombre de produits ont été créés à base d'eau, et ça, c'est fait avec une base d'eau. Cette loi est rentrée en vigueur en 2012, donc maintenant, on a 12 ans de recul, d'obligation, surtout dans une école, de répondre à cette obligation. Donc, on travaille avec les lacs à base d'eau. Et donc, voici le travail de professeurs qui enseignent à l'école les lacs donc hydrosolubles, parce que c'est ce que nous avons choisi, c'est un choix que nous avons fait assez tôt à l'école. Alors, vous voyez qu'ils travaillent avec cette capacité donc à la laque de pouvoir être transparente et blanche, et il a incorporé un travail photographique qui est la base de son travail, et il a été le premier à le faire. Alors bien sûr, les étudiants ont la possibilité d'apprendre la laque végétale, et après vont créer des objets ou des installations ou des panneaux, enfin des objets en laque végétale. Là, vous avez le travail de Lucie Damon. Elle crée des supports avec des fils laqués qu'elle tisse. Ça, c'est son travail. Et elle tisse. Elle associe donc deux compétences, le tissage et la laque. Et son travail s'applique, enfin, se tourne autour de cette valorisation du matériau laque d'une façon très originale, avec un travail qui suscite beaucoup de débats. Est-ce encore de la laque? Parmi les laqueurs, ces expériences sont très observées, très commentées. Ce n'est pas le résultat qui est le but, c'est l'expérience qui permet le résultat. Comme par exemple, cette cabane donc, qui s'apparente au land art, qui est quand même assez dans notre domaine contemporain, où elle a tissé le textile et elle l'a rigidifié avec la laque. C'est autoportant, hein, c'est grâce à la laque. Et ça permet une expérience puisque c'est un nid, hein, c'est une cabane où on va se protéger, on va se cacher. Donc c'est un objet qui permet aussi une expérience. Hein. Mais évidemment, ce travail, il suscite beaucoup de questions, comme je l'ai déjà dit, et c'est ça aussi qui est intéressant. Voilà le travail aussi d'une jeune laqueur. Tous ces laqueurs ont été formés à l'école. Hein. Mais concernant Blandine Amon, elle est partie au Japon, compléter sa formation à laque végétale, et elle pratique le kintsugi d'un côté, kintsugi de couleur, et là, des bijoux qui sont en fait des boucles d'oreilles. Hein. Et là, elle associe sa compétence d'archéologue, parce qu'elle vient du monde de l'archéologie et de laqueur. Son idée, c'est de recréer des pierres, des lithos. Il ne faut pas oublier que la laque, tout un temps, a été employée pour imiter des matières, le bambou, la céramique, le tissu, le métal. Elle revient à cet emploi-là. Vous voyez, là aussi, les ponts existent. Comment fait-on quand on fait de la laque européenne? On fait comme tous les laqueurs. On prépare son support avec du blanc de meudon. On passe 20 couches. Et puis après, on va travailler avec la base, qui est donc le vernis qui est là, et son diluant. Et puis, on va adjoindre la couleur. Des pigments naturels que l'on va passer au mortier. Là, on travaille comme tous les fabricants de couleurs, tous les artisans qui travaillent la couleur, on va préparer sa couleur en broyant son pigment, en le mélangeant et en faisant la couleur. On va employer de très nombreuses couleurs puisque le vernis européen permet l'emploi de toutes les couleurs. Et contrairement au laqueur japonais, on va utiliser de la feuille d'or, non pas de la poudre. Et on va utiliser, on va se rappeler de ce que j'ai dit au début, le matériel de doreur. Là, vous avez un coussin à dorer, feuille d'or, palette, couteau, pince japonaise. Mais oui, on mélange les outils et puis on va appliquer avec un mouilleux qui est absolument un outil européen. Donc, vous voyez là, vous avez le mélange. Il est là, sur un geste qui est très simple, très technique, mais très simple, quotidien. On ne voit pas très bien, mais là, je suis en train de faire un cadran de montre, 3 cm de diamètre. C'est pour la maison Piaget.
Et là, on utilise un or un peu différent. En fait, ce n'est pas de l'or, c'est du palladium. Donc, c'est issu de la mine du platine. Donc, c'est ce qui peut donner la couleur argent, mais c'est du palladium, donc ça ne va pas changer de couleur. Là, on a le travail de Nathalie Roland-Huckel. Donc, c'est laque européenne qui vient du monde de la porcelaine. Et elle pratique la laque comme on va le pratiquer avec le vernis Martin. De nombreuses couches, une finition brillante. Et là, elle adjoint du métal donc sur ce panneau décoratif. Là, on est dans l'expression de l'art décoratif à la française, dans toute sa splendeur. Alors, là, c'est le travail de mon élève, Marie de la Roussière, que j'ai formée à l'école dans un premier temps, et surtout à l'atelier dans le dispositif maître d'art. Et ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est de voir qu'elle travaille sur un clavecin 18e, créé par son compagnon, donc, et qu'elle reprend complètement la tradition des clavecins laqués tels qu'on pouvait les avoir au 18e, au 19e, avec des décors contemporains. Le premier est bleu et le deuxième est corail. Elle-même, dans son travail, elle applique les codes de couleur du 18e, utilisant là qui est le bleu, et évidemment le corail, puisqu'il y a eu beaucoup de laque corail à l'époque. Alors, là, c'est mon travail. Donc, entre ces deux images, vous voyez, très intéressant. Enfin, bon, je trouve que là, vous avez l'étendue de recherche que je mène à l'heure actuelle sur une laque polie, brillante, travaillée de façon traditionnelle, le vernis Martin, et le travail donc de feuilles de métal, là c'est du platine, sur un support travaillé, comme vous pouvez le voir dans l'exposition. Vous avez là un travail aussi donc sur un mural qui associe cette opposition donc de matière, qui est en ce moment le centre de mes recherches. C'est ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à travailler le support et de rendre le support aussi riche que la laque lorsqu'elle est terminée. Dans ce travail-là, ce qui est intéressant, c'est l'opposition entre les matières. J'invite à toucher, car là, il y a l'expérience tactile qui entre en jeu. C'est lisse, ça ressemble à une peau, et là, c'est quelque chose qui est complètement texturé et qui a une matière très perceptible par les doigts, par la main. Et c'est cet aller-retour que je propose comme voyage. Vous avez toute la série là, donc c'est un ensemble qui fait 4,20 m de long. C'est un travail beaucoup plus ancien, où là c'est un travail vraiment de décor, de mise. Là on travaille entièrement au pinceau, c'est un travail de décor qui s'apparente beaucoup plus au travail asiatique et japonais. C'est une filiation que je revendique. On peut aussi, avec ces techniques-là, travailler donc, le bois qu'on va sculpter. On va lui donner des formes. Et puis, on va les laquer. Ce sont des petits objets. Ça fait 1 mètre. Et ça, c'est un petit objet qui fait 30 cm. Et c'est un travail complètement tourné, comme les pièces précédentes autour de l'Afrique. Voilà un travail donc toujours dans l'idée de bimatière, mais pour résoudre le problème de poids, car le support pour la laque européenne est le bois. Là, j'ai travaillé sur de la mousse que j'ai sculptée, la mousse de polyuréthane que j'ai sculptée. C'est un travail qui s'apparente au travail qu'on pourrait faire de laque sèche au Japon, qui s'appelle kanchisu, pour trouver donc la légèreté en évidant par exemple le support et ne gardant que la peau de laque. C'est tout à fait c'est toujours tout à fait la même idée, on va dire, qui est développée ici. Dans la tradition donc des laques 18e, j'ai eu l'occasion de travailler pour des grands décorateurs et des grandes maisons, c'est quelque chose que j'ai fait assez fréquemment. Et là, vous avez un ensemble donc pour une maison privative d'une façade de bar. C'était une commande d'envergure. Là, on a quelque chose comme 17 mètres carrés de laque, ce qui n'est quand même pas très fréquent quand on pratique la laque européenne. Car si on travaille des vernis contemporains, on reste complètement manuel, en tout cas dans mon atelier, et on passe entre 40 et 60 couches de laque, ce qui est déjà quand même assez conséquent. Ce travail a demandé 9 mois de travail, de temps, enfin de durée, et je l'ai réalisé avec mon élève, Marie de la Roussière. Pour terminer, donc, ce sont des pièces comme vous pouvez en voir dans l'exposition. C'est un travail sur le thème des récoltes.
où pour moi c'est un régal, c'est un bonbon de travailler ces décors-là. C'est du décor au pinceau comme on peut en faire tous les laqueurs, et généralement ils aiment ça. Et là vous avez le travail que j'ai entrepris depuis 2006 sur les portes du monde. Il s'agit donc d'aller récolter dans le monde une pièce métallique qui va être un cadenas, une fermeture, de partir de cette découverte pour créer une porte fictive qui va reprendre ou des éléments de culture ou des éléments propres au cadenas. Là, vous avez un cadenas avec du damasquinage et c'est la porte de Jérusalem. Et là c'est une trouvaille, c'est un cadenas kyotoïste et c'est la porte de Kyoto. Donc évidemment, je me suis régalée à mettre des éléments, des mon japonais, donc sur mon décor. Ça ne m'a pas du tout posé de problème. Je revendique l'influence japonaise et ça, j'ai beaucoup aimé faire. Et là, je rends hommage au birman, au laqueur birman, à travers 2 portes. Donc la porte d'Irrawaddy, la porte de Bagan. Donc grand pays de la laque polychrome, gravé, et que par chance j'ai eu le plaisir de visiter de nombreuses fois. Alors, juste une petite vision de ce qu'est un atelier donc, français. Donc voilà comment nous travaillons avec voilà, des outils, une ambiance. Voilà, on est au milieu de la campagne. Voilà, c'est l'atelier où je crée, c'est l'atelier où j'enseigne. J'y travaille depuis 40 ans. Voilà. Je suis arrivée au Japon en 1985. Je pense qu'ils m'ont prise pour une extraterrestre. Et en fait, moi, je faisais de la laque, mais je faisais quelque chose qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et ça se résumait par « Oh, oh, oh ». Ils étaient polis, mais totalement médusés. Et surtout, la laque, ils pensaient qu'il n'y avait qu'une seule façon de faire de la laque. Hein. C'était logique. Et en fait, je pense que ça les a déstabilisés. Très rapidement, ils ont été très curieux. Donc, en effet, là, il y a eu échange. Alors, ne parlant pas japonais, je ne peux pas savoir si l'échange était, s'ils étaient moqueurs, interrogateurs, interrogatifs. Je ne sais pas, mais ils étaient curieux. Et surtout, ce qui les déstabilisait, c'est que moi, ça ne m'intéressait pas du tout, la laque végétale. Je n'étais pas là pour apprendre. J'étais là pour observer et j'étais là pour faire progresser. Parce que moi, je savais avec ce qu'ils savaient eux. C'était vraiment l'idée de l'échange. Et au Japon, ce qui est très intéressant, c'est la fidélité. Et cette fidélité, elle dure depuis 1985. J'ai beaucoup à apprendre, et je peux peut-être aussi apprendre à d'autres, mais j'ai beaucoup à apprendre encore. Ça fait 50 ans que je fais de la laque. Et puisque je ne sais pas, je le fais faire. Je le dis dans le film. Je n'ai pas de prétention. Moi, j'ai 3 façons de transmettre mon métier. J'ai été professeur à l'école des arts appliqués, dans le dispositif maître d'art et dans mon atelier pour former des amateurs, voire de futurs professionnels, mais dans mon atelier. Et évidemment, pour chacune des formations, je ne choisis pas les élèves de la même façon. À l'école, c'est de la formation après le baccalauréat. En France, on appelle ça de la formation initiale. L'élève est très jeune, il a 18 ans, entre 18 et 20 ans. On va le former, donc 3 ans, et puis jusqu'à 5 ans. Il peut, après son baccalauréat, s'être trompé. Il peut avoir fait de l'archéologie, il s'est trompé, et il peut arriver dans l'atelier de laque. Moi, j'ai toujours considéré que c'était une richesse de s'être trompé, une fois ou deux. D'abord parce que
c'est une chance pour un atelier d'avoir quelqu'un qui a fait quelque chose d'autre avant. Et puis ça fait partie de notre mission aussi de donner une chance, une deuxième chance. Après, dans mon atelier ou dans le dispositif maître d'art, la sélection se fait de façon très différente. Mon élève, dans le dispositif maître d'art pour 3 ans, je l'ai choisi parce que je la connaissais et c'était quelqu'un qui avait un gros potentiel. Et dans mon atelier, c'est plutôt un choix qui se fait à 2. C'est-à-dire, je choisis, mais eux, ils me choisissent aussi. Ils me choisissent parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir apprendre quelque chose de moi. Et moi, je les choisis parce que je pense que je peux leur apprendre quelque chose. C'est à 2. Moi, quand je transmets la LAC, c'est très clair. L'étudiant, il faut qu'il reste dans la LAC, dans le domaine. Et il prend la voie qu'il veut pour rester. Je ne suis là que pour leur donner des outils. Ils vont devenir des plasticiens s'ils sont plasticiens. Je vais les aider à être des plasticiens. Ils vont devenir des créateurs, ils vont devenir des personnes qui vont travailler en entreprise, qui vont être salariés, qui vont faire de la reproduction, qui vont faire de la restauration, mais ils vont rester dans le domaine. Je lui ouvre des portes qu'il ne soupçonne pas. C'est mon métier, moi je sais faire ça. Je connais la LAC, mais je sais enseigner, c'est une double capacité. Et ça, c'est le travail d'un pédagogue. C'est pas de faire un modèle. Et une vie, c'est long, très long. Donc parfois, ils démarrent, ils sont quelque chose qui ne vont pas être 20 ans ou 30 ans après. On sait. Voilà, on sait que ça bouge, on sait que ça... Mais ils ont cette capacité, eux, à s'adapter parce qu'ils ont suffisamment de connaissances. Et puis surtout, ils sont très jeunes au départ, donc ils vont grandir avec la LAC. Ce que j'ai appris, c'est que je ne voulais pas faire comme ça. Comme ça, c'est clair. Ah, it's very honest. En fait, quand moi j'ai choisi de faire de la LAC, il n'y avait pas de femmes dans le métier déjà. En France. En France, ouais. Il y avait des hommes comme ça. Ils m'ont vu arriver. Non. 1980. Ils étaient là. Regardez. C'était, voilà, et c'était des ateliers assez fermés, comme au Japon. Quand je suis partie au Japon, j'ai dit c'est pareil. La France, le Japon, c'est pareil. Moi, je ne peux pas faire comme ça. Alors, en France, le métier, il y a eu plusieurs femmes. Je n'ai pas été toute seule. Plusieurs femmes, plusieurs hommes, jeunes, et on a essayé de changer les choses. Mais on ne pouvait pas faire comme avant, parce que les ateliers, c'était plus qu'une personne. Il fallait tout savoir faire. Le premier emploi que j'ai eu, un seul emploi, sur les produits de finition, les étiquettes étaient arrachées. Les étiquettes étaient arrachées pour pas que je puisse savoir ce que c'était. Et ça, c'était pas possible pour moi. Mais on est nombreux à avoir appris comme ça dans des ateliers où on nous a tout dit, sauf quelque chose d'essentiel. Mais la génération, la mienne, on a vraiment voulu que les choses soient différentes. Moi, il y a un mot que je déteste, c'est secret. Le secret, c'est mortel. Dans tous les sens du terme. Donc, on a fait différemment. Et aujourd'hui, ils savent tout faire. Ce serait un honneur qu'on m'imite, mais aucun étudiant ne veut le faire comme moi. C'est pas possible, vous voyez. En France, ce n'est pas possible. On n'apprend pas par l'imitation. Alors, ça, c'est la règle. Mais après, il y a ce qui se fait dans les ateliers.
j'ai 3 livres qui ont été édités sur mon travail. Je sais que ces livres-là sont beaucoup regardés. Et ça, c'est normal. Mais après, il faut tuer le maître. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci de